Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif et avant de commencer, je vais comme d'habitude faire un petit rappel rapide du concept pour les éventuels nouveaux qui découvriraient le Film au Pif avec cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des films sur les étagères des deux côtés. Moi je dois en piocher un au hasard, soit d'un côté, soit de l'autre, et puis essayer de vous en parler comme ça, brut de décoffrage, c'est-à-dire de vous le pitcher rapidement et de vous raconter quelques anecdotes que je pourrais connaître autour du film, histoire de simplement vous donner envie de le voir. Ou pas, d'ailleurs. Ça dépend si c'est un bon film ou pas. Et avant de commencer, toujours le traditionnel petit pari qui consiste à deviner l'année du film que je vais piocher. Et ce soir, je vais dire... Allez, 2002. Alors, voyons ça tout de suite en piochant là, par là, qu'est-ce qu'on va piocher? Allez, Avatar, c'est parti. Alors, Avatar, film de 2009, d'une durée de 2h40 environ. Film, bien évidemment, comme chacun sait, de James Cameron, qu'on pourrait classer dans la catégorie, si elle existe, science-fiction, fantasy, quoi. À mi-chemin entre les deux. Film de tous les records, puisqu'il s'agit là du film au sommet du box-office, puisque c'est le premier film à approcher la barre des 3 milliards de dollars de recettes, suivi de près par Avengers Endgame, si je dis pas de bêtises, et en troisième position, la suite, Avatar, La Voix de l'eau, qui a dépassé aussi les 2 milliards de recettes. Et après, je crois qu'on trouve Titanic. Ce qui fait que dans les 4 premiers films au box-office mondial, on retrouve 3 films de James Cameron. On l'appelle pas le maître pour rien non plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Avatar qui n'ait pas déjà été dit, et que vous ne sachiez pas? D'ailleurs, très honnêtement, qui n'a jamais vu Avatar? D'ailleurs, je pense même que cette vidéo est déjà terminée, donc je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou! Non, bien évidemment, c'était pour déconner. On va arrêter l'escroquerie tout de suite, et puis on va quand même essayer de vous en parler un petit peu. Film révolutionnaire à plus d'un titre, et pas seulement pour son chiffre au box-office, puisqu'il a aussi relancé la mode des films en relief au cinéma, grâce à cette nouvelle technologie des lunettes bipolarisées. Puisque avant le relief au cinéma, il y a très longtemps, ça consistait simplement à avoir des lunettes rouges et bleues, les caméras filmaient d'un côté l'image en rouge, de l'autre côté l'image en bleu, et puis c'était vos yeux qui faisaient le point pour essayer de repérer ce côté image en relief, ce qui avait une fâcheuse tendance à donner d'énormes maux de tête aux gens. Donc, ils avaient un petit peu abandonné cette technologie. Et là, avec les lunettes bipolarisées, ils ont trouvé un nouveau truc qui permet de voir les films en relief, d'être en immersion quasi totale dans le film, sans avoir les douleurs de tête et compagnie, quoi. Après, le contenu du film peut donner mal à la tête, mais c'est pas à cause du relief. Et bien sûr, le côté révolutionnaire de ce film ne s'arrête pas au relief, puisqu'il a aussi révolutionné le milieu des images de synthèse. Alors, on pourrait dire que grâce à lui, ou à cause, c'est selon les avis, on a eu toute cette flopée de films ensuite Marvel, bourrés d'images de synthèse en tout genre, jusqu'au dégoût, en fait, quelque part. Puisque là, je pense qu'on arrive à un moment où, à part peut-être justement Avatar et la série de suites qui va sortir, peut se permettre encore de jouer là-dessus. Sinon, maintenant, on va pas se mentir, il commencerait quand même à y en avoir plein l'Onion Ring, des films bourrés d'images de synthèse. Autre petite révolution que propose ce film, ou en tout cas truc qu'on voit pas souvent dans les autres films, c'est que pour une fois, c'est nous les méchants, c'est-à-dire les humains, quoi. Mais bon, ça je vais le développer un petit peu plus tard au moment de vous parler de l'histoire, parce que pour l'instant on va s'intéresser au côté casting, parce que oui, là aussi, même s'il y a beaucoup d'images de synthèse dans le film, ce film propose aussi une révolution du côté du motion capture, c'est-à-dire la capture de mouvement, puisqu'ils ont fait appel à de vrais acteurs pour interpréter les avatars, et donc leur donner vie, via la capture des mouvements de leur visage et tout ça. Et là aussi, James Cameron a beaucoup fait évoluer la technologie. Encore une fois. Et autre petite révolution dont se targue ce film, c'est d'avoir créé tout un monde avec sa biodiversité et tout ça, qui était impossible à trouver sur Terre. Donc ça justifie encore une fois toutes ces images de synthèse. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que il y a beaucoup d'idées qu'on a pu voir ailleurs, notamment dans les Star Wars, puisqu'il y a une foultitude de planètes dans les Star Wars. Et effectivement, il y a des choses qu'on peut avoir l'impression d'avoir vu ailleurs. Mais bon, l'ensemble fait que quand même, c'est largement regardable. Au niveau du casting, donc, on va avoir pas mal de nouveaux visages au moment de la sortie du film, puisque depuis, ils sont quasiment tous devenus d'assez grosses stars, comme Sam Worthington, qui a depuis joué dans Terminator Renaissance, donc le 4e volet des Terminator. Il a aussi joué dans le remake du Choc des Titans, et sa suite, La Colère des Titans. Et puis, depuis, pas tellement grand-chose. Alors bien sûr, si, la suite d'Avatar, Avatar 2, mais entre ça, on l'a un peu perdu de vue pendant un petit moment, alors qu'il était bien parti, et puis d'un seul coup, pouf, plus rien. Bizarre.
Il faut dire qu'on était bien parti pour en bouffer à toutes les sauces du Sam Worthington, donc peut-être que de lui-même, il s'est dit « Oh là là, on va freiner tout ça avant que je me brûle les ailes ». Et je pense qu'il n'a pas trop mal fait non plus. Mais ça aurait été pas mal de le voir quand même dans un film ou deux de temps à autre. On va aussi avoir Zoé Saldana, qui joue ici Neytiri dans les Avatars, mais qu'on a aussi pu revoir dans d'autres gros succès au cinéma, comme notamment la série des 3 reboots de Star Trek par J.J. Abrams, dans lequel elle joue, je sais plus le nom de son personnage, mais c'est plus ou moins la petite amie de Spock. Et puis, et surtout, dans les films de Marvel, comme les Avengers, et surtout, la collègue de Star-Lord, Gamora, dans Les Gardiens de la Galaxie. Je crois même qu'elle détient le record de l'actrice la plus bankable de tous les temps, puisqu'elle joue dans les 3 premiers films au sommet du box-office mondial, ce qui est donc pas trop mal sur le CV quand même. Dans le rôle du méchant, on va avoir l'acteur Stephen Lang, qui n'est pas un acteur qu'on a énormément vu, mais dont j'en suis sûr, la plupart des cultivores se souviendront déjà de lui comme un méchant dans l'excellent film La Manière Forte, avec James Woods et surtout Michael J. Fox, qui à l'époque était au sommet de sa carrière. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé à Michael J. Fox par la suite, mais là, La Manière Forte, c'est vraiment un excellent film, que malheureusement pas un film que j'ai en DVD, donc je vais pas pouvoir le piocher et vous en parler, à moins de faire un épisode extra qui me permettrait un petit peu de parler de ce film, parce que c'est vraiment un film que j'aime bien, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'à l'occasion je fasse une vidéo sur La Manière Forte, ou sur d'autres films, un petit peu dans le même genre. On va aussi avoir l'excellent acteur Giovanni Ribisi, qu'on a pu voir tous, je pense, dans la série Friends, puisqu'il jouait le frère de Phoebe. On a aussi pu le voir dans l'excellent film de Sam Raimi qui s'appelle Intuition, avec Kate Blanchett et notamment Keanu Reeves, où il jouait une sorte, on va dire, de mec assez perturbé, limite dépressif, suicidaire, tout ça, mais enfin bon, en tout cas, il avait un excellent rôle dans ce film. Et là, dans Avatar, il va jouer, on va pas dire qu'il joue un méchant, mais vu que c'est quand même une sorte de financier, un peu un Elon Musk, quelque part, il est forcément du côté des humains, et du coup, il est quand même du côté des méchants, quoi. Puisque, je le rappelle, dans Avatar, c'est les humains les méchants. Mais je vais revenir dessus, pas d'inquiétude. Et puis, le meilleur pour la fin, ou plutôt la meilleure, puisqu'on va aussi avoir Sigourney Weaver, que tout le monde connaît en tant que Ellen Ripley dans la série des Aliens, en tout cas les 4 premiers, donc pas Prometheus ni Covenant, et qui l'ont largement hissé au rang de superstar, même si on l'a vu dans d'autres films, comme notamment SOS Fantôme, ou encore, je crois, Président d'un jour. Donc là, on a quand même affaire à The Big Star du film. Au niveau de la réalisation, donc, on va avoir James Cameron, qui ne se contente d'ailleurs pas d'être simplement réalisateur, puisqu'il a écrit l'histoire de toutes parts, et qu'il a passé des années et des années à développer toute la technologie pour pouvoir préparer le tournage. James Cameron, tout le monde le connaît très bien. C'est d'ailleurs un mec qui, en général, écrit la plupart de ses films. Terminator, le premier qui l'a fait connaître, c'est lui qui l'a écrit, ça sort tout droit de son imagination. Alien 2, c'est lui qui l'a écrit aussi. Il a même d'ailleurs écrit le scénario de Rambo 2, qu'il n'a pas réalisé. Donc, il a même un côté scénariste, peut-être pas plus que réalisateur, mais il est au moins autant scénariste que réalisateur. Par la suite, il nous a fait Abyss, qui est aussi une masterclass, et puis Terminator 2, qui est aussi une masterclass, et puis après il a fait True Lies, qui, alors là peut-être on pourrait dire que c'est son moins bon film, on va dire, même si ça reste quand même un énorme succès et un très bon film d'action, comparé à ce qu'il a fait d'autre dans sa filmographie. Très clairement, True Lies, c'est celui qui se place en dessous du lot, quoi. En plus, c'est un remake d'un film français qui s'appelle La Totale, avec Thierry Lhermitte et Eddie Mitchell, je crois, et Miu Miu. Et c'est un film qu'en plus Arnold Schwarzenegger avait vu et lui a proposé de réaliser. Et donc James Cameron a réalisé True Lies, quelque part pour faire plaisir à Arnold Schwarzenegger, qui venait de subir un énorme échec avec, il me semble, Last Action Hero, et qui le vivait assez mal. Donc, James Cameron s'est dit, je vais faire plaisir à mon pote, et puis je vais lui montrer qu'il n'est pas fini, et qu'il en a encore sous le pied, et on va faire True Lies. Et ils ont bien fait, parce que ça a été un carton. Bref, on n'est pas là pour parler de True Lies, mais on est là pour parler de James Cameron, qui donc par la suite a fait le plus gros succès de tous les temps à ce moment-là, l'un des rares films, 3 seulement je crois, à avoir eu 11 Oscars, Titanic, tout le monde l'a vu, celui-là aussi je pense, Titanic, on en a largement fait le tour.
aussi bien de la bande originale que de la chanson de Céline Dion, que du film en lui-même, les acteurs eux-mêmes, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, tout ça. Et donc ce film à l'époque avait éclaté tous les scores et poussé la barre très très haut. Il a fallu attendre Le Retour du Roi pour avoir encore un film qui décroche 11 Oscars. Le Retour du Roi, c'est bien entendu le troisième volet du Seigneur des Anneaux, hein, comme chacun sait. Et il a donc fallu attendre ce film-là pour avoir un film qui décroche 11 Oscars, ce qui n'a pas été revu depuis. En tout cas, je ne crois pas. Après l'énorme succès de Titanic, qui donc a fait de James Cameron une sorte de demi-dieu du cinéma, il a donc pu mettre un petit peu sa carrière de cinéaste en stand-by, parce que clairement, après avoir fait Titanic, qui est le film qui avait eu le plus d'Oscars au monde, et les plus grosses recettes, et le film le plus vu, et tout ça, il est clair qu'on l'attendait un petit peu au tournant. Donc lui, il a choisi plutôt de se faire oublier pendant quelques temps, histoire que les attentes soient un petit peu moins grandes quand il allait revenir. Et pendant ce temps, il n'est pas resté non plus sans rien faire, puisqu'il a, dans sa vie privée, une énorme passion pour tout ce qui est sous-marin, la plongée sous-marine, les milieux sous-marins et tout ça. Hein, on a pu le voir dans Abyss notamment. Passion d'ailleurs qu'il a en commun avec Luc Besson, puisque Luc Besson est aussi un passionné de plongée sous-marine, d'où le Grand Bleu. Bref, je referme la parenthèse pour revenir sur James Cameron qui, pendant tout ce temps-là, en a profité pour filmer, tourner des vrais documentaires, donc sur de vraies épaves, et notamment sur le Bismarck, qui était une épave bateau de la Seconde Guerre mondiale, un bateau allemand qui était réputé pour être insubmersible, incoulable et tout ça, et qui donc a quand même coulé. Et le mystère autour du Bismarck, c'était de savoir si c'est les Allemands eux-mêmes qui ont saboté leur propre bateau pour pas que leurs ennemis, mettent la main sur leur technologie, ou si c'est vraiment les Alliés qui ont réussi à le couler. Donc, ce documentaire sur le Bismarck permettait de plus ou moins faire la lumière sur ce petit problème-là. Et puis, il a aussi fait l'excellent Les Fantômes du Titanic, donc qui est aussi un documentaire légèrement fictionnisé, on va dire, sur le Titanic, sur l'épave du Titanic, qu'il a réussi à faire et à produire, parce qu'il avait justement promis de produire une série de documentaires. Donc celui-ci en faisait partie, et qui est un documentaire excellent, dans lequel on retrouve Bill Paxton, qui est un de ses acteurs favoris, qu'on a pu voir dans le premier Terminator, dans Aliens, et puis d'autres films, puisqu'il est aussi dans Titanic, au début du film, dans la partie qui se passe de nos jours, et qui malheureusement nous a quittés. C'est un acteur que je regrette beaucoup, parce que j'aimais beaucoup Bill Paxton. Et il faut savoir que Bill Paxton était un acteur qui détenait plusieurs records. Déjà celui d'avoir joué dans le film le plus vu de tous les temps, à savoir Titanic, mais pas seulement, puisque c'est aussi un acteur qui, dans les films, a affronté les 3 plus gros méchants du cinéma, les 3 plus gros méchants non humains, à savoir Terminator, Alien et Predator. Et puis, il a aussi un autre record, qui est celui d'avoir tourné en apesanteur dans Apollo 13, puisqu'ils ont tourné Apollo 13 dans un avion, ce qu'ils appellent 0G, donc qui permet, en faisant un petit peu des phases comme ça, d'obtenir pendant quelques secondes, je crois que c'est pas plus loin que 30 secondes, des périodes d'apesanteur. Et puis, il est aussi descendu pour de vrai, donc dans les fantômes du Titanic, à bord d'un submersible, ils sont descendus voir l'épave du Titanic, en vrai. Donc, c'est quand même un acteur qui avait quand même pas mal de records à son actif, et que malheureusement, on a perdu. Pour une connerie en plus, il est mort à cause d'un accident post-opératoire. C'est-à-dire, il a eu une opération et il a mal vécu l'anesthésie, et puis voilà, on a perdu Bill Paxton, quoi. Et puis, à la musique, on va aussi avoir ce qui se fait de mieux, puisqu'on va avoir James Horner. James Horner qui malheureusement nous a aussi quittés en 2015, mais à qui on doit une telle tripotée de films, de grands films, que très honnêtement, je vais avoir du mal à tous vous les citer. Mais comme ça, au pif, je peux vous citer déjà Titanic, je peux vous citer Braveheart, je peux vous citer Jumanji, je peux vous citer, je sais plus, il a fait un Spider-Man aussi, enfin il a fait tellement de films, de gros films qui ont cartonné en plus. Enfin voilà, James Horner, c'était vraiment un des grands pontes, une des grosses pointures de la musique de film, quoi. Voilà. Malheureusement, il est plus là. Alors maintenant, il est temps d'essayer de vous toucher quelques mots sur l'histoire d'Avatar, en essayant de pas trop vous en dire, même si je pense que vous l'avez tous vu. L'histoire va donc s'intéresser au personnage de Jake Sully, interprété par Sam Worthington, qui est un ancien militaire qui, a priori, a perdu l'usage de ses jambes au combat, a priori. Et donc, là, en plus, il se trouve qu'il a un frère jumeau qui est engagé dans un programme qui s'appelle Avatar, et qui consiste à, disons,
entrer en contact avec une peuplade d'une autre planète que les humains essayent de coloniser. Programme qui consiste à connecter un petit peu à la manière de Matrix l'esprit d'être humain à des corps qu'ils appellent avatars, histoire de pouvoir entrer en contact avec la population locale qu'ils appellent les Na'vi, afin de leur faire comprendre gentiment et pacifiquement, dans un premier temps, simplement qu'ils squattent sur un minerai que les humains aimeraient bien exploiter et qui vaut une fortune sur Terre. Donc, il s'agirait que gentiment, ils foutent le camp un petit peu plus loin, histoire de voir si on y est, pour que nous, on puisse tranquillement exploiter le minerai de cette planète. Business is business, quoi. Mais comme les corps d'avatar ne peuvent se connecter qu'à l'être humain, dont le patrimoine génétique leur a été transmis, et que le frère jumeau de Jake Sully est décédé, il se trouve qu'ils vont faire appel à lui, puisqu'il est le frère jumeau, et qu'a priori, il a le même patrimoine génétique qui lui permet de se connecter à l'avatar de son frère. Donc il va partir en mission sur la planète Pandora, histoire de remplacer un petit peu son frère dans le programme Avatar. Sauf que son frère, c'était un scientifique, et que lui, c'est un militaire. Donc il va pas tout à fait avoir la même approche que son jumeau, quoi. Ce qui va naturellement pas du tout plaire à Sigourney Weaver, puisque c'est elle la chef du programme Avatar. Et comme en parallèle, les forces militaires sont un petit peu en attente de voir si le programme Avatar va être une réussite ou un échec, et ils sont donc prêts à bondir pour passer à la manière forte, justement, on va dire que Jake Sully, il a un petit peu le cul entre deux chaises, puisque il est militaire, et en même temps, il est chargé de rentrer dans le programme Avatar, le côté scientifique du programme. Donc, il joue sur les deux tableaux au début du film. D'ailleurs, son chef, le colonel Quaritch, joué par Stephen Lang, l'a plus ou moins chargé de saboter de l'intérieur le programme scientifique Avatar, histoire de pouvoir passer à l'action, quoi. Puisque lui, c'est un homme de terrain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que s'il va pas sur le terrain, il s'emmerde dans la vie quand même. Et même si Sigourney Weaver ne lui fait pas confiance parce que elle a senti le truc arriver, étant donné le prix que coûte un avatar et le fait que lui, son patrimoine génétique lui permet de se connecter à l'avatar de son frère jumeau, elle n'a pas vraiment le choix que de l'emmener avec elle sur le terrain. Ils vont donc partir sur le terrain, histoire d'étudier un petit peu la faune et la flore de Pandora, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète, quand ils vont se faire attaquer par une sorte de tigre, mi-ours, mi-tigre et remi-ours derrière, pour ceux qui ont la ref, et qui va faire en sorte que Jake Sully, à l'intérieur du corps de son avatar, va se retrouver bloqué tout seul au milieu de la pampa de Pandora. Puisque les autres vont réussir à s'en sortir et à s'échapper et regagner l'hélicoptère pour s'en aller, mais pas lui. Il va donc devoir se mettre en mode survie au milieu de la jungle de Pandora, quoi. Et là va se passer ce que redoutait le personnage de Sigourney Weaver, puisque c'est Jake Sully qui va réussir à rentrer en contact avec les Na'vi. Puisque dans une scène où il est un petit peu aux prises avec la faune locale, c'est Neytiri qui va lui sauver la couenne, et donc il va réussir à établir le contact avec les Na'vi de cette manière-là, et se retrouver un petit peu le porte-parole des humains. Ce qui n'arrange pas vraiment Sigourney Weaver, puisque comme c'est un militaire, il va pas forcément avoir les bons arguments pour leur plaire, quoi. Jake Sully va donc devoir accepter d'endosser ce rôle de porte-parole des humains et jouer le jeu afin de subir une sorte d'initiation qui va lui permettre de gagner la confiance des Na'vi petit à petit. Le but de Sigourney Weaver étant simplement que les Na'vi réussissent un petit peu à retourner le cerveau de Jake Sully, de manière à ce que lui aussi, de son côté, il réussisse à faire changer d'avis son colonel, le colonel Quaritch, qui, lui, est vraiment sur les starting blocks pour lancer une attaque et les faire dégager manu militari. Jake Sully va donc recevoir toute une initiation, histoire d'apprendre un petit peu les us et coutumes du peuple Na'vi, de manière à ce que il lui fasse vraiment confiance, quoi. Et d'ailleurs, le plan de Sigourney Weaver va plutôt bien marcher, puisque petit à petit, Jake Sully va se prendre au jeu et se sentir de plus en plus Na'vi, d'autant que ça lui permet bien sûr de retrouver l'usage de ses jambes, et donc voilà, c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à son boss, le colonel Quaritch, qui va commencer à se dire que il a retourné sa veste et donc il va de moins en moins faire confiance à Sully. On se retrouve donc dans une situation de guerre interne, avec d'un côté le clan scientifique qui eux vont chercher à faire comprendre aux militaires qu'il faut foutre la paix à cette planète parce que c'est une planète hyper nature et que tout est connecté et que eux ils vont juste réussir à foutre le gros dawa s'ils interviennent et s'ils exploitent le minerai qu'ils convoitent, quoi. Et de l'autre côté, bien entendu, les militaires qui eux en ont rien à foutre puisque la seule chose qui les intéresse c'est l'action et aller dégommer du Na'vi. Et moi c'est donc là que je vais envisager d'arrêter mon petit pitch parce que même si je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce film, éventuellement pour les quelques-uns qui ne l'auraient pas vu, je vais pas non plus tout raconter, histoire de leur laisser
quelques surprises sur la fin du film, quoi, disons. Ce qui m'amène donc à la note que je vais donner à ce film. Et personnellement, bon, moi ce film, même si je l'aime beaucoup, j'aime bien le revoir assez régulièrement. J'ai même bien aimé la suite aussi d'ailleurs. Mais il y a quand même un truc avec lequel j'ai du mal à accrocher. C'est simplement le look des navis. Moi personnellement, ces espèces d'immenses mi-homme, mi-chat, bleu tigré, un peu bizarre. Bon, j'aurais préféré qu'ils aient pas ce look-là. Personnellement, j'ai moyen accroché sur le look, simplement. Mais pour le reste, j'aime beaucoup le film. C'est vrai que au niveau effets spéciaux, c'est quand même un truc énorme. C'est du vrai spectacle à l'état pur. Ok, il y en a qui vont dire c'est too much, il y en a qui vont dire c'est un petit peu du réchauffé. Il peut y avoir toutes sortes d'arguments pour aller contre ce film, et ils sont assez largement recevables. Mais l'ensemble fait que quand même, ce film c'est un gros spectacle, et franchement, j'ai bien aimé, donc je peux pas faire autrement que de lui mettre au moins un bon 17. Au moins. D'ailleurs, il est temps aussi que je reconnaisse encore une fois ma défaite, puisque j'avais parié sur un film de 2002 et qu'il s'agit d'un film de 2009. Donc j'ai encore perdu. Je veux dire, je ne sais pas quelles sont les probabilités de tomber sur la bonne date au moins une fois de temps en temps, mais très clairement, elles sont assez faibles. Ce que je peux rajouter sur Avatar et son univers, mais c'est certainement là aussi quelque chose que vous savez tous, c'est qu'il y a déjà 4 suites annoncées, dont une qui est déjà sortie, Avatar 2, La Voix de l'eau, et donc là on attend le 3, je crois, à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire 2025, et il y aura encore derrière 2 autres suites, dont, a priori, en tout cas c'est ce que je me suis laissé entendre, il y en aura une qui se passerait sur Terre. Mais bon, c'est à voir quand même. Parce que ça peut changer d'ici là, ou peut-être c'est une fausse piste, histoire de faire parler de tout ça. Enfin, on verra. Ce qu'il y a de sûr, c'est que James Cameron, lui, a dit qu'il ferait 5 films, et que après, si l'univers devait perdurer, il refilerait le bébé à quelqu'un d'autre, parce que déjà, James Cameron, il commence à plus être trop tout jeune non plus, et puis peut-être que au bout de 5 films, il va commencer à en avoir un petit peu marre, et à soit avoir envie de prendre sa retraite, soit avoir envie de faire autre chose. Enfin, à l'âge qu'il a, il va pas falloir qu'il attende 115 ans non plus. Sur ce, il me reste plus qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à le dire. Mais ça, bon, je me fais pas d'illusions. Je pense que ceux qui aiment pas, ils savent largement le dire. Beaucoup plus que les gens qui aiment d'ailleurs, c'est assez dommage. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, la petite cloche, tout ça, le petit rituel qui va bien. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!